Podcast C'est Chic Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, DA Sport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, Deck pour qui s'abreuvoit, la voûte sportive, Gestion Arvika Inc., McDonald's, Focus, gardien de but. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 21 mai 2025, c'est parti! L'échec avant où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant. Le podcast sportif, là, où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. 21 mai 2025, 18h37. Beaucoup de sujets pour vous ce soir, mesdames, messieurs. Et pour ce faire, je suis accompagné de la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Cédric, comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Ça a été 2 semaines chaudement disputées pour moi du côté personnel, ce qui a fait en sorte que la semaine dernière, nous n'avons pu être présents pour vous afin de parler de l'actualité autour de la Ligue nationale de hockey. Mais ce soir, on est là, on est de retour. Et pour vous ce soir, eh bien c'est simple, on fait un retour sur les séries dans la Ligue nationale de hockey. Et principalement, eh bien, on close la saison du Canadien de Montréal. On fait un bilan un peu sur nos états d'âme, sur notre appréciation de cette saison, le positif, le négatif, et nos attentes face à la saison prochaine. Juste avant, mesdames, messieurs, comme à chaque podcast depuis 1 mois environ, eh bien, je vous invite formellement à être des nôtres samedi le 5 juillet prochain, en direct du centre HBLL de Terrebonne pour l'édition All-Star Cup LNH. Comment ça fonctionne? Eh bien, le 26 mai prochain, ceux et celles qui auront inscrit leur équipe auront la chance d'être pigés dans un tirage au sort et les gagnants monteront sur scène et viendront choisir l'équipe de la Ligue nationale qu'ils voudront représenter. Pour toute information, contactez l'équipe d'All-Star Cup. Voilà, le rendez-vous est lancé. Également, eh bien, pour les amateurs de deck hockey, eh bien, vendredi prochain, dès 19h30, 3e programme de la saison pour l'Assurantia de Joliette, qui reçoit la puissance de Mirabel, les Hawks de Mirabel qui seront de passage. L'Assurantia qui est parfait jusqu'ici après 4 rencontres, soit 2 programmes ayant remporté les 2 premiers matchs contre les Lynx dans le programme numéro 1 et la semaine dernière, 2 victoires contre les Huskies au centre d'Écanjou. Vendredi prochain, c'est donc un rendez-vous au centre Pro Hockey de Joliette. Soyez des nôtres, ça risque d'être toute une soirée hockey. Et il y a également la NNHBF qui va jouer entre les 2 matchs. Donc 19h30 et 21h45 pour le masculin. Et à 20h30, 20h45 plus ou moins, c'est Joliette contre Sherbrooke qui va s'affronter. Voilà, les rendez-vous sont lancés. Cédric, on revient maintenant sur la Ligue nationale de hockey. Jusqu'à présent,
si on recule jusqu'en première ronde, Winnipeg a sorti les Blues en 7. Dallas a sorti le Colorado en 7. Ou plutôt Mikko Rantanen a sorti l'Avalanche en 7. Vegas a sorti Marc-André Fleury et l'a poussé vers la retraite, même si c'était pas lui qui gaulait. Vegas l'a emporté en 6. Edmonton, qui est revenu de l'arrière pour l'emporter en 6 contre les Kings. Dans l'Est, Toronto 4-2 sur Ottawa. Floride 4-1 sur Tampa Bay. Washington 4-1 sur le Canadien. Caroline 4-1 sur les Devils. Deuxième tour maintenant et c'est vers lui qu'on va s'attaquer. Puisqu'on n'a pas vraiment eu la chance d'en parler jusqu'à maintenant. Eh bien, les Stars de Mikko Rantanen ont sorti Connor Hellebuyck et les Jets. Edmonton et Calvin Pickard ont sorti les Golden Knights. Et ça veut donc dire qu'on va avoir un affrontement Oilers-Dallas en finale d'association de l'Ouest. Et du côté de l'Est, la Caroline qui s'est défait rapidement d'Alex Ovechkin et des Capitals, l'emportant 4-1. Et les Panthers de la Floride ont causé l'hystérie à Toronto, dans la ville reine, où ils ont éliminé les Maple Leafs en 7 rencontres, et on va y revenir d'ailleurs. Ce qui veut donc dire que la Floride affronte la Caroline, et la Floride a déjà remporté le premier match de cette série. On va revenir, pour commencer, sur la série entre les Leafs et la Floride, parce que, mon Dieu, que j'avais hâte d'en parler. Juste avant, eh bien, je sais qu'on est tôt. On n'est pas encore sur la finale de la Coupe Stanley, mais je vous mets un petit sondage là, à l'écran. N'hésitez pas à voter. Qui remportera, selon vous, la Coupe Stanley cette saison? Dallas, Edmonton, Floride ou même la Caroline? N'hésitez pas à voter. On salue tous ceux et celles qui regardent présentement Jean-Gabriel et Michael. Donc, bonsoir à vous, messieurs. Cédric, les Leafs ne se sont jamais rendus plus loin que le deuxième tour. À chaque saison, on a l'impression qu'on dit que c'est la saison des Leafs. Que les séries vont être dans la poche. Que les Leafs vont se rendre jusqu'au bout. Quand on voit les simulations d'EA Sports, Toronto gagne la coupe à tous les années. Mais Toronto est pas foutu d'être capable de passer la deuxième ronde. Les Leafs ont été chez Renault Dépôt, ont été chez Home Hardware, ont été chez Patrick Morin, ont été chez Canadian Tire. Ils ont été dans toutes les quincailleries que tu voudras au Canada. Ils ont peut-être même été aux États. Ils ont ramassé tous les papiers sablés qu'ils pouvaient. On avait une belle profondeur, on se le cachera pas. On avait des gardiens qui faisaient le travail, mais malheureusement, on a perdu les services d'Anthony Stolarz, ce qui a probablement fait mal aux Leafs. Mais, au-delà du fait qu'on a perdu Anthony Stolarz, l'attaque n'a pas fait le travail. Et quand je dis l'attaque n'a pas fait le travail, je vais rectifier le sort. Matthew Nice, pour moi, n'a pas été mauvais. Mitch Marner, c'est 1 point par match. On en parlait avant le show, on va y revenir. Mitch Marner, 1 point par match. Il n'a pas joué la meilleure Game 7, c'est sûr. Mais quand même 1 point par match. Et les partisans ont brûlé son chandail. Faut le faire. Papi, Austin Matthews, de la mafia italienne, a manqué l'autobus dans le deuxième tour. S'il y a quelqu'un qui a vu Austin Matthews dans la deuxième ronde, je veux le savoir. Parce que moi, je l'ai pas vu. Ben beau scorer 69 buts en saison régulière. Mais si t'es pas capable d'être là en playoff, score-en un peu moins en saison pour garder du jeu en série. Tu sais, cette année, puis on va revenir encore une fois, ben du côté d'Edmonton, il y a un monstre à 2 têtes qui ont préféré abandonner leur stade personnel pour se garder du jus en playoff. Parce qu'ils ont tellement voulu leur trophée personnel les dernières saisons qu'arriver en finale, comme par exemple l'an passé, n'ont pas été capables de se rendre jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait plus de jus. McDavid avançait plus, Draisaitl était blessé de partout, parce que les gars ont préféré show off les stats personnels. Cette année, on a un peu moins entendu parler de McDavid.
On a entendu un peu plus parler de Draisaitl, mais présentement, les Oilers ont du jus. McDavid et Draisaitl roulent à fond de train. Là, vous allez me dire, ouais, mais ils sont juste en finale d'association, c'est sûr. Mais je vous garantis que même si on passe les Stars rendus en finale, on va avoir du jus. À l'inverse, un gars comme Austin Matthews, qui a voulu en scorer 70, qui n'a pas été capable, selon moi, a manqué de jus en deuxième ronde, parce qu'on n'a pas vu Austin Matthews. Nylander n'a pas été mauvais, tant qu'à moi. Ça n'a pas été le pire. Marner n'a pas été le pire. Qu'as-tu pensé de la performance des Leafs? Parce que de l'autre côté, on a affronté une équipe qui n'eût été d'une profondeur, avait un style de jeu robuste, cochon, qui a fait mal aux Leafs et qui a eu le dessus sur la formation torontoise. Et je pense qu'il faut donner chapeau aux Panthers de la Floride qui, pour une 3e saison de suite, pourrait se rendre jusqu'au bout. Ouais, absolument. Je pense que c'est une question de manquer de jus, je suis d'accord avec toi, mais je pense aussi que c'est une question de... T'as besoin de profondeur, puis t'as besoin de joueurs étoiles qui sont capables de se lever au bon moment pour amener de l'attaque quand c'est important. Tu sais, là, on a vu la statistique passer, là, les Maple Leafs, c'est 4 buts au total dans leurs 4 derniers matchs numéro 7. Tu te rendras pas très loin à compter un but dans un match numéro 7 pour espérer gagner un match, surtout contre les Panthers, là, qui sont capables d'en compter beaucoup. Mais tu vois, quand on regarde les Panthers, c'est de la profondeur plus à l'attaque, là, évidemment, quand on parle d'offensive, de compter des buts, là, c'est 12 attaquants qui sont capables de compter. Puis c'est des joueurs étoiles comme Barkov, comme Tkachuk qui sont capables de jouer robuste et qui sont capables de se lever quand c'est le moment. Tu parles de Mitch Marner qui a un point par match. C'est pas mauvais. Je serais complètement perdu de dire que c'est mauvais un point par match dans les séries. Mais c'est toujours une question de quand est-ce que ces points-là surviennent, quand est-ce que tu es capable de te lever quand c'est important. Puis Marner, malheureusement, n'a pas été capable de se lever match numéro 7. C'est pas le seul fautif, tu l'as dit, Matthews n'a pas été capable de se lever non plus pendant le match numéro 7. Pour moi, ça prend des joueurs qui sont des superstars, mais qui sont des performeurs de série. Puis là, présentement, c'est ce qu'on n'a pas à Toronto en ce moment. Est-ce que c'est la pression qui fait qu'on n'est pas capable de performer en série? C'est certain qu'il y a une part là-dedans. On en a parlé quand on parlait de l'époque dans les dernières semaines, qu'à un moment donné, à force de pas gagner, à force de laisser passer plein de buts, ben, l'époque, la pression, elle monte, puis elle monte, puis elle monte, puis à un moment donné, tu vois plus le bout. C'est un peu la même chose, selon moi, qui arrive à Toronto. Tu sais, là, c'est pas pour rien que, selon moi, Mitch Marner, il est parti de là cet été. Là, il n'y a aucune raison de rester là, même si tu as une super bonne équipe sur papier. Tout ce que tu fais, c'est encaisser de la pression, pas être capable de performer à cause de cette pression-là. Ça n'a pas de sens, honnêtement. Tu sais, je dis pas que c'est les journalistes puis les fans de Toronto qui jouent le match numéro 7 sur la glace, mais il y a une partie de ça à quelque part, selon moi, quand même. Et j'espère que ça sera pas comme ça si jamais les Canadiens en viennent à avoir de la difficulté eux aussi. C'est pas voué à toutes les bonnes équipes de gagner la Coupe Stanley, c'est des passes qui arrivent. Je sais pas de défendre Toronto, là, je suis loin d'être un fan des Maple Leafs, mais faut pas oublier ça aussi, que c'est pas toutes les bonnes équipes. Tu sais, là, on parlait justement avant le show, Dallas aussi. C'est pas question de deuxième ronde, mais Dallas ont une très très bonne équipe, très profonde, très puissante, pas capable d'aller chercher la Coupe Stanley, donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte quand même, je pense. Mais pour moi, c'est vraiment une question de se lever au bon moment, ce que les joueurs étoiles des Maple Leafs n'ont pas été capables de faire. C'est pas mêlant. Le meilleur joueur de la série pour Toronto, c'était Max Pacioretty. Je peux pas croire que je dis ça en 2025, mais c'était Max Pacioretty le meilleur joueur. Puis ça te prend des joueurs comme ça, des joueurs qui sont capables de compter des buts, puis qui sont capables de, encore une fois, je peux pas croire que je vais dire ça, mais capables de jouer robuste puis d'aller frapper dans les coins. C'est ça que ça prend. Ça prend des gars comme Matthew Tkachuk, comme Alex Barkov, comme... J'espère que Slavkovski va se développer pour le Canadien, comme on sait que Suzuki a prouvé qu'il était capable d'encaisser puis de jouer assez robuste. Prendre des joueurs comme ça, tu sais, Austin Matthews, c'est pas un petit bonhomme, mais du moment que ça se met à frapper, commence à être plus discret. Il a parlé d'une blessure qui datait du camp d'entraînement, mais pas que je le crois pas, là, évidemment qu'il devait avoir une blessure à quelque part, mais pour moi, comme tu as mentionné, la question de se garder du jus, tu sais, pourquoi est-ce que blessé depuis le camp d'entraînement, il a décidé de participer aux 4 nations, par exemple, au lieu de prendre un break à ce niveau-là? C'est des questions à se poser. Donc, je pense que les Maple Leafs ont beaucoup, beaucoup de travail à faire cet été. Je pense qu'on va perdre Mitch Marner assez clairement. Puis je pense que moi, je serais pas surpris de voir des grosses pièces échangées. Là, je pense que Tavares va rester parce qu'il va signer à rabais. Mais je serais pas surpris de voir du mouvement. C'est pas la bonne décision, mais je serais pas surpris de voir Nice partir, honnêtement, parce qu'il y a de la bonne valeur pour Toronto.
Je pense que c'est peut-être un des joueurs les plus importants pour eux, justement, pour avoir des joueurs robustes. Là. Mais tu sais, des gars comme Nylander, j'écarterais même pas honnêtement la possibilité de voir Austin Matthews dans des rumeurs d'échange de cet été. T'as plus ou moins répondu à une question que j'allais te poser. Et je vais prendre le absolument ou pas pantoute de Martin Lemay à BPM Sport. Mais je te pose la question. Lors de la prochaine saison, soit la saison 2025-2026, Mitch Marner sera vêtu d'un nouvel uniforme dans la Ligue nationale de hockey, absolument ou pas pantoute? Absolument. Pour moi, il n'y a aucune raison de rester à Toronto. Comme j'ai dit tantôt, c'est la pression qu'il y a là. Ça donne rien pour un joueur de ce type-là. Puis toutes les équipes vont se battre pour l'avoir parce que veut pas. C'est un gars de plus que 110 points par saison. Tu veux pas passer par-dessus ça quand tu as besoin de quelqu'un comme ça. Pour moi, il y a trois. Je vais dire, j'ai deux équipes qui, pour moi, sont les plus logiques. Puis deux autres que je pense que c'est pas impossible niveau cap et tout ça. Je pense que Chicago est une belle place pour Marner pour aller jouer avec Bédard, pour enfin donner un coéquipier à Bédard là, qui a du sens, rester sur le même trio tout le temps. Je pense que Utah vont essayer de faire un gros splash cet été. Si c'est par échange, si c'est par agent libre, je sais pas, mais Mitch Marner, c'est le joueur parfait pour faire justement ce splash-là. Moins de pression dans ce marché-là, je pense que Marner serait plus à sa place. Puis j'y crois moins, mais des équipes comme San Jose, des équipes comme Anaheim ont beaucoup d'argent cet été, très peu de pression dans ce coin-là. Donc je pense que il va aller dans un marché avec beaucoup moins de pression pour moi, puis un marché qui est soit une équipe qui est en, je vais dire, fin de reconstruction, même si c'est pas tout à fait vrai là, pour San Jose puis Chicago, mais une équipe qui est prête à commencer à avoir du succès. Amener un joueur d'impact comme ça va être bon pour une équipe du genre. Ok, 100% d'accord avec toi. Je crois également là, que Mitch Marner sera vêtu de nouvel uniforme la saison prochaine. La Caroline qui s'est défait rapidement de Washington. Je te pose la question, les Capitals ont fini par manquer de jus suite à leur grosse saison, absolument ou pas pantoute? Je sais pas si c'est un manque de jus ou si c'est le style des Hurricanes qui les a finalement drainés. Je pense que il y a aussi l'impact du high là, de la saison d'Ovechkin pour aller battre le record qui a peut-être descendu un coup rendu dans les séries. Ça a peut-être pas tant paru contre Canadien parce que veux pas Canadien, c'était pas une équipe de haut profil là, dans les séries. Je pense que les Hurricanes sont beaucoup mieux placés pour aspirer aux grands honneurs cette année que les Canadiens évidemment. Donc je pense que le style shutdown des Hurricanes tire tout le reste de jus. Donc, je peux pas dire absolument ou pas du tout. Pour moi, c'est un mix des deux. Il manque de jus parce que les Hurricanes jouent un style qui prend tout le reste qu'il y avait. Si tu me dis, je vais pas dire les Panthers, parce que les Panthers, c'est une grosse équipe, mais peut-être une autre équipe. Là, si Toronto s'était rendu en troisième tour, deuxième tour, contre Washington, là, mettons que c'était ça la série, je pense que Washington aurait été capable de les battre sans mettre tout ça sur le fait que les Leafs sont pas capables de gagner un match numéro 7. Là, je pense que ça aurait dépendu de l'adversaire, selon moi, en deuxième ronde. Ok, 100% d'accord. Je pense également là, que le style de jeu de la Caroline, qui est vraiment mauvais en quelque sorte, mais qui fonctionne, aura fini par éteindre Alex Ovechkin et les Capitals. Du côté de l'Ouest maintenant, eh bien, on le sait, Mikko Rantanen et les Stars sont venus à bout de l'Avalanche du Colorado et affrontaient les Jets de Winnipeg. Les Stars de Dallas ont finalement sorti Connor Hellebuyck et les Jets en 6 parties. Dans le dernier match, suite au décès de son père dans les heures qui ont précédé la rencontre, Mark Scheifele était en uniforme pour le match numéro 6. Et en entrevue d'après-match, Peter DeBoer qui a tenu à mentionner le courage qu'a eu Mark Scheifele d'avoir été en uniforme. Mark Scheifele voulait absolument gagner, avait le feu dans les yeux. Malheureusement, les Stars qui ont été les Stars, un gros club bâti, une belle profondeur, un Jake Oettinger qui est fumant. Depuis le début des séries, Jake Oettinger, c'est 919 d'efficacité, une moyenne de buts alloués à 2,47, a l'une des meilleures moyennes présentement chez les gardiens en éliminatoire. Les Stars de Dallas s'en vont affronter les Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série-là? Grosse série pour Rantanen, comme tu l'as dit.
Pour moi, c'est le favori pour le Conn Smythe présentement. Tu as parlé aussi de Mark Scheifele, gros courage de son côté. Je pense que pour les joueurs de hockey, c'est important d'aller jouer ces matchs-là pour. C'est comme Gallagher voulait pas arrêter de jouer au hockey quand sa mère est décédée aussi, parce que c'est un peu un échappatoire pour les joueurs de hockey. Donc, je suis loin d'être un fan de Mark Scheifele, mais ça prend du courage quand même pour faire ça. Donc, une grosse marque de respect de ma part pour lui. Puis, c'était une grosse série, plus chaudement disputée que je pensais, honnêtement. Hellebuyck qui est un peu revenu à ses repères. Je dirais pas que c'était le meilleur gardien de la série. Je pense qu'Ottinger a mieux performé, mais c'était pas le Hellebuyck de la première ronde. Là. Il est revenu un petit peu plus fort, un petit peu plus confiant, certainement, d'avoir gagné une série. Donc, très chaudement disputé pour moi. Dallas est, depuis, même avant le début de la saison, selon moi, je m'étais fait des prédictions de mon côté. Pour moi, Dallas était mon choix pour la Coupe Stanley avant le début de la saison. Je pense que c'est. Je suis pas certain que ça sera encore ça mon choix. Je pense que Edmonton, comme tu as dit, a encore du jus. Mais je pense que Dallas nous prouve vraiment qu'ils sont une équipe très profonde, très bien construite, avec beaucoup d'attaques. Puis là, tu rajoutes un Mikko Rantanen là-dessus. Il a prouvé contre Winnipeg que c'était peut-être une erreur du côté du Colorado de l'échanger. Je pense que ça va être une très bonne série contre Edmonton. Là. Avec les séries qu'a connues Connor Hellebuyck et les séries que connaît actuellement Jake Ottinger, Connor Hellebuyck s'est tiré dans le pied et vient de perdre son poste numéro 1 en vue des Olympiques la saison prochaine avec les États-Unis. Et Jake Ottinger sera le gardien numéro 1. Absolument pas pantoute. Là, aujourd'hui, je sais qu'avant le show, je t'ai dit que c'est probablement ça qui allait arriver, mais là, aujourd'hui, je te dirais pas pantoute. Ça va dépendre de la saison prochaine. Je pense que tu peux pas tasser complètement Connor Hellebuyck du portrait. Il y a quand même... Est-ce qu'il a joué un championnat du monde avec les États-Unis? Je pense pas. Ben, il a joué la Coupe des 4 Nations. Ouais, mais tu sais, c'est là que je m'en venais. Je cherchais d'autres performances avant, peut-être. Parce que pour l'instant, la seule preuve qu'il a faite avec les États-Unis, c'est un match dans lequel il n'a pas été mauvais. Il a juste pas fait l'arrêt pour faire la différence en prolongation. Donc pour moi, je pense que Hellebuyck a les statistiques en carrière et a les trophées Vezina pour avoir cette place-là pour l'instant. Cela étant dit, si Ottinger était à gagner le trophée Vezina l'année prochaine ou vraiment jouer vraiment mieux toute la saison que Hellebuyck, je pense que là, ça va être fait pour les Olympiques. Mais en date d'aujourd'hui, juste avec une série de gagnés pour Ottinger, je pense pas que c'est fait à 100%. Pour moi, c'est absolument le deuxième gardien. Ça, c'est certain, c'est eux les deux gardiens pour les États-Unis, par contre. De mon côté, je crois que Jake Ottinger sera le gardien numéro 1 des Olympiques pour les États-Unis la saison prochaine. Parce que de mon côté, l'échantillon de Connor Hellebuyck, lors de moments de pression, est quand même garni. On en a une bonne... mais qui est pas bonne en même temps. On a un échantillon qui est bien garni, mais qui est pas bien garni en même temps. Tu sais, quand tu veux une pizza, tu veux avoir les ingrédients bien rentables. Tu veux avoir juste assez de sauce, juste assez de fromage, bien des pepperonis. Connor Hellebuyck, là, en série, ça a été la croûte, un peu de sauce, il a manqué de fromage, puis il n'y a pas même de pepperoni. À l'inverse, Ottinger, j'avais une pizza all reste. Ce gars-là a pas vraiment connu de mauvais moments. S'il y en a connu, je pense qu'on les a pas vus. Oui, la saison passée a connu des séries moyennes. Il est encore jeune, mais regardez ce qu'il prouve cette année. A sorti la puissance du Colorado. A sorti l'une des meilleures équipes de la saison régulière, les Jets. Et là, le test ultime, c'est les Oilers. C'est là où on a été freiné l'an passé de mémoire. Si Jake Ottinger et les Oilers passent Edmonton, je vais être sûr à 100% que Jake Ottinger sera gardien partant la saison prochaine pour les États-Unis. Même si présentement, je te dirais que je suis à 95%, je pense que ça, c'est l'assurance de plus. C'est sûr qu'il ne faut pas écarter le départ de la saison régulière l'an prochain. Mais Connor Hellebuyck, dans les dernières saisons, a connu des saisons extraordinaires et à chaque fois qu'il est rentré en playoff, a été le pire gardien qu'on a vu. Fait que tu sais, à un moment donné, il faut se questionner
à se demander mon gardien va réagir comment sous la pression. Et présentement, Hellebuyck réagit pas bien. Donc, ça va être à suivre à ce niveau-là. Edmonton, Vegas. Vegas qui n'a pas vraiment été dans le coup. Les Oilers qui ont gagné avec Pickard et Stuart Skinner. Quelle histoire pareille pour Stuart Skinner. Il se fait sortir. On voit Calvin Pickard arriver. Pickard se blesse. Stuart revient. Et fumant dans les 2 derniers matchs. Sort Vegas en 5. Et là, on s'amène dans une série contre les Stars. Où on va avoir un duel Ottinger-Skinner. La profondeur des Stars contre celle des Oilers. Je sais que tu as dit en début de saison que les Stars allaient gagner la coupe. Je te demande aujourd'hui qui remportera cette série et pourquoi. C'est difficile rendu à ce stade-là. J'ai envie de continuer avec ma prédiction des Stars que j'avais fait avant le début de la saison, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que peu importe combien de buts les Stars vont compter, Edmonton réussit toujours à en compter plus. Ils vont gagner des matchs 7-5 s'il faut pour pousser. C'est ça qui est arrivé l'année passée. Je sais pas si c'était des gros matchs de gros scores. Je me souviens pas exactement, là, mais je me souviens pas. C'était un rematch de la saison passée. Donc c'est sûr que Dallas va en avoir gros sur les épaules. Là. Ils vont vouloir partir fort pour prendre leur revanche de la saison dernière. Du côté des Oilers, on a peut-être mieux managé notre jus, comme tu as dit. Je pense qu'ils vont être encore en forme, surtout sortant d'une série de 5 matchs là, contre Vegas, comparativement à une série de 7 pour Dallas. 6. Donc c'est 6? Je pense que c'était 7. Bon, ok, c'est moins pire que je pensais. C'est très dur à dire. En plus, Stuart Skinner qui décide qu'il blanchit les Knights 2 fois de suite pour les renvoyer au golf. J'ai de la difficulté et je sais pas pourquoi j'ai de la difficulté à miser contre les Oilers, même si les Stars sont tellement plus profonds, sont tellement plus solides défensivement, ont un bien meilleur gardien. On dirait qu'il n'y a rien qui me garantit qu'ils vont être capables d'arrêter les Oilers exactement comme l'année passée. La seule chose qu'ils ont de plus, vraiment, c'est Rantanen. Puis comme j'ai dit, peu importe combien de buts les Stars vont compter, j'ai l'impression que les Oilers vont trouver le moyen d'en compter plus. Fait que pour moi, je vais y aller encore une fois avec les Oilers. Je vais probablement le regretter, mais c'est pas grave. Parce que je vais encore pouvoir dire qu'au début de la saison, je savais que les Stars allaient gagner. Mais je vais y aller avec Edmonton, je pense, en fort probablement 7 matchs, au minimum 6. Je serais surpris de voir cette série-là finir en 5 ou en 4. Pour moi, c'est une série de 6 ou 7 matchs. Je pense qu'Edmonton va juste simplement, encore une fois, compter plus de buts que l'autre équipe. On le sait, les Oilers d'Edmonton comptent sur l'un des duos les plus monstrueux de la Ligue nationale de hockey. Leon Draisaitl et Connor McDavid. Pour l'histoire, pour le Canada qui n'a pas remporté la Coupe Stanley depuis 1993, il est évident qu'en tant que partisan de hockey qui vient d'ici, je voudrais que les Oilers l'emportent. Aujourd'hui, je fais un choix. Et si je me trompe, je regretterai pas ce choix-là. Mais avec la profondeur et l'histoire entourant Mikko Rantanen, qui est en mission et qui porte les Stars sur ses épaules, un Jake Ottinger qui est fumant, défini comme une pizza adresse, les Stars de Dallas, autant offensivement que défensivement, et par leur style de jeu, selon moi, seront capables de prendre avantage sur les Oilers d'Edmonton. Une série qui ne va pas jouer en 4, qui ne va pas jouer en 5 et ni en 6, une série qui va se rendre jusqu'au bout. C'est peut-être ce qui va me faire peur, parce que de l'autre côté, j'ai l'impression que la série va se finir de bonheur. On va y revenir. Pour moi, les Stars vont l'emporter en 7. Mais si les Oilers l'emportent en 7, je serai pas déçu. Parce que je vais me ranger du côté des Oilers par la suite, en finale.
De l'autre côté, les Panthers qui affrontent le style de jeu horrible des Hurricanes de la Caroline n'ont pas semblé être affectés par ce style de jeu, par cette stratégie. La profondeur et le style de jeu des Panthers a eu le dessus dans le premier match. Et je crois qu'à l'inverse, comme je l'ai mentionné plus tôt, cette série-là va se terminer de bonne heure. Et j'ai l'impression que les Panthers vont l'emporter en 5 parties contre les Hurricanes de la Caroline. Je sais pas ce que t'en penses, mais l'expérience des Panthers de la Floride, des gars comme Barkov, des gars comme Sam Bennett, des gars comme Carter Verhaeghe, j'aurais jamais pensé mentionner ce nom-là. Un gars comme Seb Jones qui a faim, qui voulait être en éliminatoire cette année. Un Sergei Bobrovsky qui a été en 2 temps contre les Leafs, mais qui a terminé en beauté. Les Panthers sont juste trop forts. Et je pense pas que la Caroline a ce qu'il faut pour l'emporter. On n'a pas de mauvaise formation du côté de la Caroline. Mais je crois pas qu'on a ce qu'il faut pour battre une équipe comme les Panthers de la Floride qui sait ce qu'il faut pour gagner. Je suis 100% d'accord avec toi. Je vais aller voir si on peut voir les scores des matchs des Hurricanes jusqu'à date dans les séries. Parce qu'on parle souvent d'un style plus shutdown pour les Hurricanes, mais quand tu commences la série en perdant 5-2, le style shutdown il est sorti par la fenêtre. Ben écoute, contre les Capitals, on a gagné 2-1 le premier match, on a perdu 3-1 le deuxième, on a gagné 4-0 le troisième, on a gagné 5-2 le quatrième, puis on a gagné le cinquième match 3-1. Ça veut dire que c'est un seul match où on a laissé l'adversaire marquer plus que 2 buts. Puis le plus que 2 buts, c'en est juste 3, puis c'est là qu'on a perdu. Quand les Hurricanes se font compter des buts, ils savent pas qu'ils savent pas comment réagir, mais ils ont la difficulté à aller les rattraper. Ils sont plus à l'aise dans des games de 0-0 en troisième période que des matchs de 2-2 en troisième période, selon moi. Donc quand tu mets ça contre les Panthers, qui, pour eux, le style shutdown, ça change rien parce qu'ils vont s'en venir avec des coups de volant en face du défenseur de toute façon. Ils vont aller chercher les buts qu'il faut, puis les Hurricanes sauront pas quoi faire. Pour ce qui est de 5 matchs, je pense que je te rejoins pas mal pour ça. En plus, on l'a vu dans les dernières années, les Hurricanes, plus ça avance dans les séries, là, une bonne série contre Washington, mais ils ont fait une finale de conférence il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont eu beaucoup de difficultés. Je suis pas certain s'ils se sont pas fait balayer là, il y a 2 ans en finale de conférence. Peut-être que je dis des niaiseries, là. C'est pas impossible, mais j'ai cette impression-là qu'ils sont rendus en finale de conférence. S'ils se sont rendus, ils ont bien perdu en 4 ou en 5. Là. Ça, c'est certain. Je voudrais bien... je peux pas prendre 25 minutes à faire des recherches, mais... Mais on va faire des recherches. Que c'est ça qui est arrivé en 2023, si je me trompe pas. Caroline contre Floride en 2023 et les Panthers les ont sortis en 4 matchs. Donc, les Hurricanes ont aussi cette réputation-là d'avoir de la difficulté rendue en finale de conférence. Comme je parlais justement, Dallas qui a de la difficulté à se rendre pour la Coupe Stanley. Les Maple Leafs sont pas capables de sortir de la deuxième ronde. Donc, pour moi, c'est une série qui est évidemment à ne pas prendre à la légère pour les Panthers, mais comme on a vu après le premier match, c'est pas ça qui se passe en Floride. Pour moi, les Panthers vont faire qu'une bouchée des Hurricanes. C'est une série de 5 matchs parce que les Hurricanes vont être capables d'en voler un, comme Washington leur ont fait. Mais pour moi, il n'y a pas tant de débat, honnêtement, que les Panthers vont se ramasser là, dans une 3e finale de la Coupe Stanley de suite. Et un point qui est important, c'est que tu as ramené les séries de 2023 où les Panthers ont blanchi la Caroline. C'était la première saison où les Panthers se rendaient en finale. L'an passé, on a gagné la Coupe. Et cette saison, on est encore meilleur. J'ai l'impression que quand on analyse la Caroline, on n'a pas tant évolué depuis les séries de 2023. On a fait des acquisitions. Mais est-ce qu'on a amené assez de profondeur? Est-ce qu'on a vraiment évalué les besoins qu'on avait besoin finalement suite aux éliminations qu'on a eues dans les 2 dernières années en éliminatoire? Et je pense que la réponse est non. À l'inverse, les Panthers
suite à leur élimination en finale de la Coupe, on a analysé ce qui nous manquait. L'an passé, on a amené les ajouts qu'il nous fallait, puis on a gagné la Coupe. Cette année, même chose. On a acquis un gars comme Seb Jones qui est venu solidifier la défensive encore plus qu'elle l'était déjà. Et les Panthers, présentement, sont plus que solides. Donc, de mon côté, c'est une finale Dallas Panthers en finale. Et de ton côté, Oilers contre les Panthers. À suivre. La deuxième ronde là, qui vient de débuter. Et je crois que Oilers Dallas, c'est ce soir que ça débute. Je m'en vais voir ça à l'instant. Pour ne pas vous dire de niaiserie. Et oui, c'est ce soir, mercredi 21 mai. Où les Oilers d'Edmonton vont rendre visite, je crois, aux Stars à Dallas. C'est donc un rendez-vous de 20h ce soir. Vous avez le choix de ne pas choisir TVA Sport et d'aller vers une station anglophone pour écouter le match. Mais sans jugement, à vous de voir. Voilà, c'était le tour d'horizon des séries dans la Ligue nationale de hockey. Cédric, la saison 2024-2025 du Canadien de Montréal fut une histoire entre deux temps. Fut définie comme un train qui a passé par plusieurs routes différentes pour finalement arriver à se classer en séries éliminatoires dans le dernier match de la saison. Comme je l'avais prédit dans les dernières semaines. Au début de la saison, le plan du Canadien était d'être dans le mix. Rendu à la fin du mois de novembre, je pense que le plan était de repêcher top 5. Le Canadien allait nulle part. Le Canadien, il faut se le rappeler, a perdu les services de Patrick Laine en pré-saison sur une mise en échec douteuse de Cédric Paré au niveau du genou de Patrick Laine. Par chance, ce dernier n'a pas eu besoin d'être opéré. A eu besoin d'environ 3 mois de rétablissement. Est arrivé au début du mois de décembre comme un sauveur. Il s'est mis à enfiler des buts comme un cochon en avantage numérique. Les gardiens ont vu que du feu. Ce gars-là patine avec des palmes, mais décoche avec des roquettes. C'est hallucinant. L'histoire de Lane Hutson, qui a été magistral, fumant, a explosé. Des points d'interrogation durant la saison en Jake Evans, Yoel Armia, Christian Dvorak, des gars qui n'étaient pas dans les plans d'ici à la fin de la saison. Un gars comme Juraj Slafkovský qui a connu un début de saison, une première moitié de saison plus que catastrophique. Encore une fois. Après le congé des fêtes, le Canadien est revenu en force, sur un second souffle. Jusqu'à la Coupe des 4 Nations, ça a été un peu plus difficile. Après la confrontation des 4 Nations, le Canadien était en mission. Aller se tirer une place en série ou cogner à la porte des séries à l'aube du 7 mai, qui était la date limite des transactions, à moins de me tromper. Arrivé à cette date limite des transactions, le Canadien est à un seul point des séries éliminatoires. Ce qui a forcé Kent Hughes à ne pas bouger. On a bien évidemment prolongé Jake Evans, mais on n'a pas effectué de transactions. On n'a ni acquis, ni échangé de joueurs dans la formation, puisque quelques semaines avant, le capitaine Nick Suzuki et le directeur général Kent Hughes se sont entendus sur un pari en disant si on se rend en série ou si on est près d'une place en série, Suzuki a demandé à ce qu'il n'ait pas de mouvement. Et Kent Hughes a répondu la balle est dans votre camp.
Les joueurs ont répondu présent. Et les gars étaient près d'une place. Suite à la date limite des transactions, c'est là où ça a été un peu plus difficile. Manque de jus. Fatigue. Le Canadien qui est dans une course depuis des semaines afin de se tailler une place en éliminatoire. Il restait 77-78 matchs à la saison. À chaque rencontre, le Canadien pouvait confirmer leur place en éliminatoire. Ils n'ont pas été capables de le faire. 16 avril, la Caroline s'amène au Centre Bell avec son équipe C. On veut reposer des gars pour les playoffs. Ça fait une histoire alentour de la Ligue nationale, l'organisation des Blue Jackets qui est furieuse. Le Canadien qui, somme toute, à l'arraché, a su l'emporter dans le dernier match pour se classer en éliminatoire. Pour finalement s'incliner en 5 parties contre les Capitals de Washington. Mais attention, ce n'est pas terminé. Avant les séries éliminatoires de la Coupe Stanley, un jeune s'est amené à Montréal. Jeff Molson a sorti le chéquier. Et un jeune du nom de Ivan Demidov s'amenait à Montréal alors qu'il ne restait que 3-4 parties à la saison régulière. Et l'on dirait que le hype a monté à Montréal. Le hype a grimpé. A grimpé pour les partisans, a grimpé pour l'organisation, a grimpé pour les médias entourant l'équipe, mais a grimpé également, j'ai envie de dire, dans la Ligue nationale en général. Parce qu'on savait qu'un gars comme Ivan Demidov allait être important pour le Canadien. C'était un impact qui allait être immédiat. Ça a été simple. Moi, en tant que partisan, je n'ai jamais eu un hype aussi élevé pour un joueur. J'ai pas eu un hype quand j'ai vu Slavkovski jouer au début. Ça a été correct. J'ai accroché sur Suzuki. Oh que oui. Après des mois, j'ai commandé son chandail. C'était mon joueur. Quand j'ai vu Lane Hutson au début de la saison, je me suis dit, ce gars-là va être une machine. Mais quand Ivan Demidov est arrivé, je n'ai pas eu le choix, Cédric, de faire un move. Et ce move-là est arrivé la semaine dernière, et le voici. Le voici. Le voilà. C'est très très rare, pour vrai. Très 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 rare que je me précipite sur l'achat d'un chandail. Mais Ivan Demidov, pour moi, c'était le prochain. Je n'ai jamais acheté de chandail rouge du Canadien de Montréal. J'ai toujours eu des chandails à style Winter Classic. Il y a une couple d'années, j'ai eu le blanc avec le logo style planétaire dans le milieu. Avec la planète sur le côté. Je pense que c'est le match que le Canadien avait joué à Boston il y a une couple d'années. J'ai eu le fameux bleu foncé qu'on a vu il y a une couple de semaines de Nick Suzuki. Le pire chandail du Canadien en termes de victoire-défaite. Ils n'ont jamais gagné une game avec ce chandail-là. Et là, je me suis dit, c'est le temps. C'est le temps d'acheter le chandail du Canadien. Le chandail du Canadien bleu, blanc, rouge. Et honnêtement, je pense que ce gars-là va nous faire vibrer dans les prochaines saisons. Avant qu'on aille dans le vif du sujet, quelle a été ton appréciation globale de la saison du Canadien de Montréal? C'est un succès.
j'allais dire du début à la fin, je peux pas dire ça dans ces mots-là, mais quand on parlait au début de la saison, on parlait d'être dans le mix, on a fini par faire les séries. Pour moi, ça, c'est pleinement un succès. Est-ce qu'il m'a poussé des cheveux gris puis des cheveux blancs tout le long de la saison avec les séries de défaites, les séries de victoires qui s'arrêtent, presque pas faire les séries? Oui, c'est clair. J'étais un stressé de nature, fait que ça a pas rien aidé cette fin de saison-là. Mais pour moi, c'est un succès. Euh, on parle du début de saison de Slavkovski, était pas facile. Je suis pleinement d'accord, mais quand tu as un gros bonhomme comme ça qui en est à sa troisième saison, qui ramasse 50 points, c'est un succès. Tu parles de Nick Suzuki qui a ramassé presque 90 points, c'est un succès. Caulfield qui passe pas de compter 40 buts, c'est un succès. L'année, c'est mitigé, mais quand on parle simplement de la saison régulière, faire un retour comme ça après avoir manqué de l'action, compter presque 20 buts en peu de matchs, même si c'était presque tout des buts en powerplay, pour moi, c'est un succès. Euh, Demidov qui a 2 points en 2 matchs, dans ses 2 premiers matchs en saison régulière avec les Canadiens, c'est un succès. Je passerai pas par le centre de deuxième trio, j'ai pas grand chose à dire à propos de New Hook. Sur le troisième trio, Gallagher qui a compté 20 buts, c'est un succès. Dvorak, c'était pas facile pour commencer la saison, mais il a grandement aidé à la fin de la saison pour faire les séries. Puis on va parler de l'extension de Jake Evans. J'ai peut-être mon petit doute à est-ce qu'on n'a pas signé Evans trop tôt et est-ce que c'est pas Dvorak qu'on aurait dû garder. Ça m'a fait douter à la fin de la saison. Oh! On a beaucoup de joueurs de centre droitier. Je pense que c'était peut-être une erreur de signer Evans vite comme ça, surtout que sa production elle a droppé. Mais malgré sa production qui a droppé, pour moi, Jake Evans c'était quand même un succès comme saison overall. Très bon jeu défensif comme d'habitude. Emil Heinemann qui arrive, qui, si ce n'était pas de son accident de voiture, aurait peut-être compté près de 20 buts en tant que recrue. C'est un autre succès. Josh Anderson qui se trouve un nouveau rôle sur le désavantage numérique, joue du gros hockey robuste, même s'il était tout défoncé toute l'année, c'est un gros succès. Puis il y a qui d'autre sur le quatrième trio? Bon, Joel Armia, encore une fois, j'ai pas grand chose à dire, mais encore là, steady défensivement, tu peux pas demander grand chose de plus de lui. C'est un succès niveau défensif. Caden Gouli a dealé avec des blessures, pas facile, mais quand il était là, un excellent joueur de hockey. J'ai hâte de voir comment il va se développer. Pour moi, c'est un leader sur la glace tout le temps. Je suis un gros fan. Donc ça aussi, c'est un succès. Aller chercher Alexandre Carrier pour la poule pas de tête à Barron, c'est un énorme succès. Je suis déçu que les Canadiens n'aient pas battu Washington. Je voulais mon chandail de Carrier. J'étais juste trop gêné pour le faire sans raison. Mais pour être honnête avec toi, là, saison. pour être honnête avec toi, là, David Savard, s'il prenait pas sa retraite, là, c'était mon prochain chandail. Pour vrai, par-dessus les Midov. Pour vrai, David Savard, puis on va y revenir, mais pour ce qu'il a amené aux Canadiens de Montréal, pour ce qu'il a donné aux Canadiens de Montréal, le cœur que ce gars-là avait sur la glace. Pour vrai, si David Savard n'avait pas eu 36 ans ou 34 ans, peu importe, puis qu'il restait encore un 3-4 ans, c'était mon prochain chandail. Pour vrai, j'aurais jamais pensé dire ça un jour, là. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Mais David Savard, pour moi, j'ai été un de ses plus grands fans. Et là, j'ai l'impression que je vais tomber dans la game d'Alexandre Carrier également. Puis, est-ce qu'un peu comme toi, ça va être mon prochain chandail? Rejoins le train Carrier. Écoute, je capote. Du moment qu'il est arrivé, moi, juste voir comment il a pas à lui tout seul, évidemment. Quand tu fais un échange, ça brasse toute l'équipe un peu. Mais comment il est venu stabiliser la défensive, ça fait tout un changement dans la direction du Canadien. Pour moi, c'est quelqu'un qu'on doit garder. En plus, tu te dois, quand tu as des Québécois comme ça, j'aime pas ça penser comme ça parce que faut toujours avoir le meilleur joueur disponible à la meilleure position disponible. Dans la bonne chaise, comme dirait Martin Saint-Louis. Mais pour moi, quand tu as la chance d'avoir un Québécois, c'est pas un joueur de talent, là, mais qui est dans la bonne chaise puis qui apporte que du positif à l'équipe, tu te dois de faire tout en ton possible pour le garder. Pour moi, Carrier, un autre succès. Et il me restait Lane Hudson, je pense que j'ai pas besoin de rien dire, à part Trophée Calder. C'est un succès. Matheson, des hauts et des bas. Un succès sans la rondelle. Quand il y a la rondelle, moins facile. Puis Savard, comme tu en as parlé, pour moi, c'est un succès. Dernière saison dans la Ligue nationale, il a bloqué beaucoup de lancers encore une fois, steady défensivement, un très bon mentor pour les jeunes. Pour ce qui est des 6e, 7e défenseurs, moins facile, mais c'est ça le rôle dans la Ligue nationale d'un 6e, 7e défenseur. C'est tu joues pas tous les matchs, tu fais le mieux que tu peux. Je pense que c'était relativement correct pour Struble et Jacky au long de la saison.
Pour ce qui est des gardiens de but, Montembeault, le plus de matchs qu'il a joué dans sa carrière, le plus de victoires qu'il a eu dans sa carrière, son plus haut pourcentage d'arrêt, plus basse moyenne de buts accordés, je pense, en carrière. Donc, un autre très gros succès pour le Canadien. Et Dobèche qui s'amène en milieu de saison. Une fin un petit peu plus difficile, mais somme toute, saison recrue comme gardien de but, amené un peu à l'arracher parce que Primo faisait pas le travail puis que Montembeault commençait à gauler vraiment trop de matchs. Un autre succès, fait que pour moi, là, je t'ai listé pas mal tout le roster du Canadien. Ils ont tous au moins un petit succès à quelque part. Donc, je pense qu'il n'y a pas de moyen de dire qu'on est déçu de la saison du Canadien. Ça se peut pas. S'il y a quelqu'un qui est déçu de la saison du Canadien, c'est pas un fan du Canadien, c'est un fan des Nordiques. Ça mérite d'être clair. Je suis un peu déçu. Tu n'as pas parlé de notre préféré. Tu n'as pas parlé de Michael Pezzetta. Ah! Non, mais je t'ai dit, je t'ai listé le roster du Canadien et pas les estrades. Écoute, Pezzetta... Mais je vais t'en parler. Pezzetta, c'est un attaquant d'énergie qui vient remplacer quand tu as un trou dans l'alignement. Puis qu'est-ce qu'il a fait au long de la saison? Il est venu remplacer quand on avait un trou. Il a amené de l'énergie, il a amené des mises en échec potables. 5 minutes 56 de temps de jeu moyen par match. Ben regarde, c'était 5 minutes 56 de... Il patinait puis il donnait tout ce qu'il avait. Hey, c'était malheureusement ou heureusement, peu importe comment tu veux voir ça, il sera plus avec Canadien cette année, il se ramasse agent libre. Il y a une équipe qui va le signer, il y a une équipe comme Chicago ou San Jose qui vont avoir besoin de gars pour remplir le roster sur le 4e trio, puis il va se trouver une place dans une équipe comme ça. Pour moi, le Canadien n'a aucun intérêt à le ramener cette année. 100% d'accord avec toi. Si on avait à parler, puis à noter la performance de Martin Saint-Louis derrière le banc, qui en était également à sa 3e saison de mémoire derrière le banc du Canadien. Si tu avais attribué une note sur 10 à Martin Saint-Louis, quelle serait la note? Et qu'est-ce qui, selon toi, détermine cette note? Qu'est-ce que tu as apprécié du coaching de Saint-Louis cette année? Et qu'est-ce qui, selon toi, serait peut-être à améliorer pour la saison prochaine? Je pense que ce qui était à améliorer, puis ce qui était le positif, c'est un peu la même chose pour moi. C'est que le positif, c'est qu'il a fait évoluer les joueurs puis qu'il a évolué avec eux. Puis ce qui est le négatif un peu, c'est évidemment ce manque d'expérience-là qui vient avec évoluer avec les joueurs. Fait que je sais pas si j'ai tant un négatif. Je pense que les fans ont été très vite à y sauter dessus sans penser que c'était possible un coach recru dans la Ligue nationale. Donc, je pense que le négatif, c'était évidemment qu'il y avait un manque d'expérience au début de la saison, mais pour moi, ça s'est très bien placé en fin de saison. C'est pas pour rien. C'est pas juste avec les efforts de Nick Suzuki, puis de Montembeault, puis de Caulfield, que les Canadiens ont fait les séries. Caulfield se rend probablement pas à 37 buts si c'est pas de Martin Saint-Louis. L'année passée, on parlait de... Il y avait plusieurs personnes qui comprenaient pas pourquoi Caulfield, on y apprenait à jouer sur toute la glace. Qu'est-ce que ça a donné cette année? Ça lui a donné 37 buts, puis ça lui a donné une fiche... Plus 9. Dans le positif, là, j'ai pas la plus 9, voilà, dans une équipe qui avait un différentiel négatif même en faisant les séries. Donc, quand tu te fais pas compter de buts, puis que tu vas en compter 37, c'est comme ça que tu vas chercher des matchs. Donc, pour moi, il a fait évoluer des joueurs de très bonne façon. Je pense que le seul négatif, puis encore là, j'ai de la misère à dire que c'est un négatif, et je dis le seul comme si j'en avais pas nommé un juste avant, là. Mais la gestion du 6e, 7e défenseur a été difficile, mais en même temps, le Canadien est dans une situation quasi impossible quand tu te ramasses avec 2 jeunes 6e, 7e défenseurs. Tu veux développer lequel? Ils ont joué, tu sais, Jacka, ils ont joué environ 55 matchs chaque, je pense, dans la saison. Donc, je pense qu'il a été placé à ce niveau-là dans une position difficile. Pour y donner une note, je pense pas que je peux y donner en dessous de 8 sur 10 quand il a été nominé au trophée Jack Adams. Je pense que c'est juste illogique d'y donner en dessous de 8 sur 10. Ça n'a pas été parfait. Il y a eu des moments difficiles en début de saison, évidemment. Mais d'amener le Canadien en série, je vais y aller avec un 8. Même, honnêtement, je pense qu'un bon 9 ça aurait du sens quand on considère ce que le Canadien était supposé être, où Martin Saint-Louis était rendu dans sa carrière d'entraîneur. Je pense qu'un 9 s'applique. Selon moi, je pense que c'est une très bonne saison. Je dirais pas que, honnêtement, je pense pas qu'il mérite le Jack Adams cette année, mais je pense qu'il mérite bien sa nomination. Très intéressant. De mon côté, tu vois, je suis un peu situé entre tes deux notes. Donc, moi, j'octroyais la note de 8.5 sur 10 à Martin Saint-Louis. Si on évalue le travail de Martin Saint-Louis depuis le début de la saison... En début de saison, en entrée de jeu, lors de la journée médiatique des Canadiens au tournoi de golf, Martin Saint-Louis a dit vouloir être plus sévère au niveau du hard coaching.
J'ai été, en première moitié de saison, probablement l'un de ceux qui critiquait le plus le hard coaching. Si on recule à nos premiers podcasts, dans les premières semaines du calendrier, j'en parlais à maintes et une reprises. J'étais un peu insatisfait de la manière dont Saint-Louis dealait avec le hard coaching parce que quand t'envoies un message à un gars comme Slavkovski en le mettant sur un 4e trio, mais qu'au final, tu l'envoies sur le power play, ton hard coaching est un peu minimisé. Tu as soulevé des bons points. Saint-Louis est en apprentissage avec ses jeunes joueurs. Travaille avec chacun d'eux individuellement pour en faire un groupe uni. Un groupe qui est capable de jouer ensemble et qui apprend ensemble. Et je pense que ça, c'est la plus grande qualité de Martin Saint-Louis au niveau de la patience et de l'apprentissage. Nomination Jack Adams, qui n'est pas à être écarté. À sa 3e saison dans la Ligue nationale de hockey, amène son équipe à l'arracher, mais tout de même en séries éliminatoires. Faut le faire. Une note de 8.5 sur 10 pour moi. Il va être difficile de noter la performance de Kent Hughes cette saison. On pourrait noter sa saison sur ce qu'il a fait dans l'entre-saison et la signature de Jake Evans, qui, de mon côté, demeure une très bonne signature à définition de rabais. Si on regarde ce qu'Evans aurait pu aller chercher ailleurs, parce que oui, ailleurs, il aurait pu aller chercher un 4.5 millions. Ici, il a signé à rabais parce qu'il voulait rester ici. Et au grand jamais, je prends Dvorak avant Evans. Jamais. La raison est fort simple. À défaut qu'Evans n'est pas un gars à caractère offensif, depuis ses débuts avec le Canadien, Evans a le CH tatoué sur le cœur. Donne du gros hockey, saison après saison, année après année. De son côté, Dvorak, à part peut-être les 40 dernières games de la saison, s'il y en a un qui a vu Christian Dvorak dans les 3-4 dernières saisons, dites-moi là, parce que je pense qu'il est encore à Phoenix. Je pense qu'il est encore en Arizona, là. Je m'excuse, mais Christian Dvorak, pour moi, a été dégueulasse. Quand on se dit... Quand on se dit, pardon, que... Quand on se dit qu'on a remplacé Philippe Danault par Christian Dvorak, et je sais que ça n'a aucun rapport avec Kent Hughes, mais je me dis qu'on a frappé un mur. On voulait pas payer ce gars-là. On est allé chercher un gars qui faisait 1 million de moins, si on regarde le salaire actuel de Danault qui est à 5.5 de mémoire. Puis je m'excuse, mais Christian Dvorak, c'est 0 pinball. Puis tout ce que j'ai à dire aux partisans des Highlanders, c'est mes sympathies. S'il faut que Bergevin soit le prochain directeur général là-bas, parce que, mon Dieu, que des transactions comme ça, il va en avoir. Puis c'est dommage parce que c'est un club qui a besoin d'un gars qui va les aider. Et je pense pas que Bergevin va être ce gars-là. Pour revenir à Kent Hughes, ben, c'est difficile de donner une mauvaise note, mais c'est difficile d'en donner une grosse parce qu'il n'y a pas eu de mouvement pour aider l'équipe en tant que telle. Donc, je vais m'en tenir à un 8.5 également, ce qui pour moi est respectable. Le mouvement le plus important, tu vois, je trouve que tout le monde finit par passer dessus. On oublie tout le temps qu'il a été chercher Carrier pendant la saison. Oui, c'est tellement acquis. C'est vrai, que c'est vrai. Lui, il n'a pas fait beaucoup de transactions pour aider l'équipe, mais il en a fait une. C'était un home run facile. Je pense que 8.5, c'est parfait parce qu'il n'a pas fait d'autres moves. Je suis d'accord avec ta note. Mais moi aussi, j'ai cette notion-là que, tu sais, on parle... Il y a des gens qui comparent les échanges de Marc Bergevin et Kent Hughes. Kent Hughes n'en a pas fait beaucoup encore. Mais Kent Hughes a fait les bonnes transactions. Mais tu vois, c'est là où je m'en allais. A peut-être pas frappé dans le 1000 à 100% avec les transactions de Kirby Dach, les transactions d'Alex Newhook qui étaient peut-être pas des transactions parfaites.
Mais si on juge sur cette saison, la seule vraie transaction qu'il a faite, c'est aller chercher Alex Carrier. Puis pour moi, ça, c'est une transaction, une grosse réussite. Donc, je pourrais dire 10 sur 10, mais évidemment qu'il y a peut-être des moves qui auraient pu être faits dans l'entre-saison pour aider le Canadien un peu plus. Mais je pense que ton 8.5 s'applique effectivement. Là, je pense que c'est une bonne note pour Kent Hughes pour juste une transaction dans la saison. Et faut pas oublier également le travail de Kent Hughes qui, à maintes et une reprises, est allé faire un suivi en Russie. Je pense qu'il faut pas écarter que si Ivan Demidov est arrivé avec le Canadien en fin de saison, c'est probablement parce que l'organisation du Canadien a démontré son support envers son jeune joueur. Les partisans du Canadien n'auraient pas ce chandail d'Ivan Demidov présentement si Kent Hughes n'avait pas fait ce mouvement-là. Si Vincent Cavalier, Nick Bobrov et Kent Hughes n'avaient pas pris le temps d'aller là-bas pour veiller au développement de son jeune, je pense pas qu'Ivan Demidov serait là cette saison encore. Ou serait arrivé là cet été probablement. Donc je pense qu'une note de 8.5 est très 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 acceptable envers Kent Hughes. En terminant, parce que mine de rien, ça fait déjà 1 heure qu'on est là. On a parlé de Dobesh qui est arrivé en relève. On a parlé de Cayden Primo qui a été Cayden Primo. Mais je veux qu'on parle de Samuel Montembeault qui a été testé pour la première fois dans sa carrière à titre de gardien numéro 1. C'est 62 matchs, 31 victoires, moyenne de buts alloués à 2,82 et une efficacité à 902. Quelle a été ton appréciation et tes états d'âme en lien avec la saison qu'a donnée Samuel Montembeault au Canadien de Montréal? Ben, j'en ai parlé tantôt quand j'ai passé là, sur tous les joueurs en disant leur petit succès de la saison. Pour moi, c'est un gros succès pour Montembeault. Il a enfin prouvé, selon moi, qu'il peut tenir avec les gardiens numéro 1 de la Ligue. Pour moi, les statistiques sont basses parce qu'il jouait devant une défensive jeune, une défensive qui a de la difficulté défensivement. Donc ça, c'est loin d'être idéal pour un gardien de but. Des tirs dangereux, des rebonds, des fois par sa faute mal contrôlés, mais des rebonds qui sont pas clairés dans l'avant de son but. Des joueurs qui sont pas clairés dans l'avant de son but. Donc je pense qu'il a fait le mieux qu'il pouvait d'une situation difficile de partant à Montréal avec une défensive jeune comme ça. Tu le mets derrière une équipe comme... Mais j'ai toujours cet exemple-là pour moi parce que Colorado, c'est l'exemple parfait. Là. Tu le mets derrière Colorado, c'est pas à cause de lui qu'ils vont perdre contre les Stars. Je dirais même qu'ils ont peut-être un petit peu plus de chances de battre les Stars parce que Montembeault, c'est un bon gardien de but. Je suis prêt à dire ça. Il aurait pu être meilleur dans les séries que je pense que c'était Blackwood qui a gaulé toutes les games pour Colorado. Il aurait pu être meilleur que lui. Tu lui donnes une vraie bonne équipe en avant de lui, puis il va avoir l'air d'un vrai bon gardien. Il a eu le désavantage d'être derrière les Canadiens cette année. Pour moi, c'était une grosse saison de sa part. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas fans de son style. Pour moi, tant que tu arrêtes la rondelle, arrête-la comme tu veux. Moi, je suis un fan. Je vais défendre Montembeault le plus que je peux. Je pense que, encore une fois, comme j'ai dit avec Carrier, quand tu as la chance d'avoir un Québécois qui est dans la bonne chaise, tu fais ce que tu peux pour le garder. Puis, il a prouvé toute la saison qu'il était capable d'être un gardien numéro 1 dans la Ligue nationale. Est-ce qu'il a trop joué de matchs? Oui, ça, j'en suis pas mal certain. Pour une première saison comme partant d'en jouer 62, comme tu as dit, c'est trop. Est-ce que c'était de la faute des entraîneurs? Non. Le deuxième gardien, c'était Cayden Primo. Fait que quand tu essayes d'être dans le mix pour faire les séries, tu peux pas non plus tasser Montembeault qui a une bonne saison comme ça. Fait que pour moi, je suis très à l'aise avec Montembeault comme premier gardien l'année prochaine. Je pense pas que c'est dans les conversations de personne, mais je pense pas que le Canadien a besoin de faire un move pour un gardien de but cet été du tout. Je pense que Montembeault est l'homme de la situation jusqu'à temps que Fowler et Dobesh soient développés. Fait que je suis très heureux avec la saison de Montembeault, honnêtement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques au long de la saison. Je pense que c'était pas tout à fait mérité, honnêtement.
Je pense qu'il a fait vraiment le mieux que n'importe quel gardien de son talent aurait fait dans cette situation-là. On s'entend qu'on parle pas d'un Bobrovski ou d'un Vasilevski là, entre les poteaux. Mais un gardien de son talent puis de son étoffe, je pense qu'il a fait absolument le mieux qu'il pouvait faire avec cette saison-là. 100% d'accord. J'ai parlé tantôt du fait que j'étais un grand fan de David Savard. Je suis également un grand fan de Samuel Montembeault, pour ceux qui me connaissent plus personnellement. Samuel Montembeault, pour moi, c'est la preuve que tu n'es pas obligé de payer un gardien 10 millions pour garder les buts. Tu n'as pas besoin d'un gardien à 8, 9, 10 millions pour t'assurer une stabilité devant le filet. Puis on le voit depuis 1 an ou 2 dans la Ligue nationale parce qu'il y en a de moins en moins. Puis on voit qu'on n'en a pas besoin de gardiens à un tel prix. Parce que si on regarde cette saison, les gardiens qui faisaient des gros salaires ont probablement connu leur pire saison. Je pense à Jeremy Swayman à Boston, à Igor Shesterkin à New York. Ces gars-là font des millions et n'ont pas connu une grosse saison. Samuel Montembeault, depuis la saison 2021-2022, écoutez bien l'évolution. 38 matchs, 40 matchs, 41 matchs, 62 matchs. Moyenne de BLUE, 3,77, 3,42, 3,14, 2,82. Déjà, on voit l'amélioration. L'efficacité en 2021-2022, c'est 891. Dans cette année-là, par contre, il y a eu, de mémoire, un mix avec les Panthers. Parce qu'on l'avait récolté au ballottage. Ensuite, c'est 901, 903, 902. Ce gars-là, depuis 3 ans, n'a jamais été sous la barre des 900 d'efficacité. C'est un gars qui a faim. C'est un gars qui a le logo du Canadien tatoué sur le cœur. Et c'est un gars qui veut jouer à Montréal. Si vous vous rappelez, de mémoire, il restait 2 ou 3 matchs à la saison et il y a eu la première étoile de la rencontre. Et les émotions qu'il avait sur la glace quand il a été nommé première étoile, sa réaction voulait tout dire. Ce gars-là veut être ici. Puis je suis pas mal sûr que quand un gars comme Jacob Fowler va être prêt, Montembeault va rester ici comme gardien numéro 2. Je suis l'un de ceux qui aurait probablement acheté son chandail de Montembeault. Mais avec l'avenue de Fowler qui s'en vient, j'ai l'impression que ça va être lui, mon premier chandail de gardien chez le Canadien. Je pourrais me permettre de me prendre Montembeault. Mais à savoir que Montembeault risque de tomber gardien numéro 2 dans 2-3 ans, autant attendre puis se contenter de Demidov en arrière. Je pense que l'avenir du Canadien est prometteuse. Je pense que la mission est un deuxième centre et peut-être un ailier top 6 pour le Canadien cet été. Mais principalement un centre top 2. Je dis un ailier top 6 dans l'éventualité où on devra conserver Newhook au centre du deuxième trio, mais je ne crois pas que c'est ta solution à court, moyen et à long terme, même s'il n'a pas mal fait en fin de saison. Si on amène un gros allié top 6, je vois pas d'inconvénient à starter la saison avec Newhook comme centre de deuxième trio. Mais je serais vraiment plus à l'aise d'avoir un vrai centre de deuxième trio. Et quitte à avoir un Newhook à l'aile. Kirby Dach, pour moi, c'est une évidence. Commencera la saison sur le 3e trio si il est de l'organisation, mais je crois pas qu'on va l'échanger. Puis je crois pas, anyway, que le retour serait assez intéressant. J'ai très hâte au 1er juillet, même si je doute qu'on va bouger. Je sais pas si c'était comme moi, mais j'ai l'impression que si le Canadien bouge, ça va être soit au repêchage, soit plus tard cet été. Ça dépend qu'est-ce qu'on pense. Pour moi, un joueur de centre de deuxième trio, ça va être difficile à aller chercher par échange si c'est pas le rêve d'aller chercher Sidney Crosby. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont vouloir échanger un joueur de centre de deuxième trio. Pour moi, c'est ça le move
qui va devoir être fait le 1er juillet. Pour moi, c'est un gars, comme j'ai parlé beaucoup de Sam Bennett, plus ça va, plus je commence à me dire que Matt Duchene, c'est probablement la meilleure solution dans la situation du Canadien présentement. Matt Duchene a déjà failli signer avec le Canadien, a dit lui-même qu'il avait un peu regretté de ne pas signer avec le Canadien au final quand il a signé avec les Prédateurs, si je me souviens bien. Là. Il était venu visiter la ville, venu visiter les facilités d'entraînement et tout ça, avait regretté un peu sa décision de ne pas signer avec le Canadien. Donc pour moi, je pense que c'est un gars qui serait parfait sur le deuxième trio. C'est sûr que s'ils sont capables d'aller chercher un ailier de gros calibre, je serais pas fâché, mais pour moi, le Canadien se doit de donner une chance à Patrick Laine sur le deuxième trio. Le gars a été blessé, a manqué des camps d'entraînement, a manqué des gros bouts de saison. Si tu me dis qu'on a le droit d'avoir Patrick Laine une saison au complet avec Demidov, avec un vrai centre de deuxième trio, j'ai aucun problème avec ça. Tu mets Duchene pour moi entre Demidov puis Laine, puis je pense qu'on a un solide deuxième trio. Ouais. Plus que ça, ben pas plus que ça, pour moi, le plus gros problème, c'est le deuxième centre, parce qu'évidemment que je veux pas de Newhook là, malheureusement. Là. Il a pas mal fait en fin de saison, comme tu as dit, mais c'est pas la solution si le Canadien veut être compétitif pour la Coupe. J'aimerais ça voir Kirby Dach revenir. Il nous a montré des flashs d'être encore... Il est encore jeune, faut pas oublier ça non plus. Il y a eu des flashs de très bons joueurs. Je pense que les Canadiens vont vouloir y donner une chance. Est-ce qu'ils vont avoir le temps? Parce que c'est sûr qu'il va peut-être falloir bouger pour aller chercher des joueurs pour améliorer l'équipe tout de suite pour les séries l'année prochaine. Ça va être ça la question. S'il donne le temps, j'espère qu'il va être capable de reprendre un petit peu de développement. Probablement sur le troisième trio, malheureusement. Mais pour moi, l'autre gros enjeu qu'un centre de deuxième trio, c'est un vrai bon défenseur droitier. On a besoin de ça. Là. Présentement, on a 17 000 défenseurs gauchers, puis c'est trop. On a besoin d'un gars qui est capable de manger des minutes parce que Matheson joue trop. Ouais. Moi, j'ai noté, j'en avais parlé au dernier podcast. C'est sûr que le rêve là, que tout le monde a présentement, c'est Noah Dobson qui avait des rumeurs d'échange autour de son nom dans les dernières saisons. Dans la dernière saison, changement de direction peut-être pour les Islanders qui ont eu le premier choix au total. Je pense que les Canadiens, selon moi, devraient essayer de se servir de ces 2 choix de première ronde-là qu'ils ont cette année pour aller chercher un joueur comme ça. Après le 5-6e en première ronde cette année, c'est pas un énorme repêchage. Je pense que c'est des choix qui devraient être de la monnaie d'échange pour les Canadiens qui n'en ont pas nécessairement besoin présentement. Avec un gars comme Noah Dobson, ça serait le rêve, mais si c'est juste des bons défenseurs de deuxième, troisième paire droitier, puis qu'il faut que Carrier joue sur la première paire, je vais être content parce que Carrier va avoir plein de temps de glace, je vais être content de le regarder à la télé. Mais ça prend des défenseurs droitiers parce que là, on joue juste avec des gauchers. Ça en prend pour essayer de descendre le temps de Matheson qui travaille beaucoup trop sur la glace. J'avais parlé aussi de Jan Rutta et de Nick Perbix qui sont pour moi les 2 plus gros targets droitiers pour le Canadien pour la troisième paire. Donc j'aimerais voir Dobson, Carrier, Perbix comme 3 défenseurs droitiers avec Goulet, Hudson, Matheson comme 3 défenseurs gauchers. Je pense que ça serait ça mon 6 défenseurs idéalement. Si il faut, puis je sais pas si tu allais me poser la question par rapport à Jacky, je t'ai vu t'avancer peut-être pour me demander où est-ce que je le vois dans l'alignement. Si il faut impliquer Matheson dans une transaction pour aller chercher un Dobson ou un centre de deuxième trio puis que ça donne la place à Jacky, je vais être aux anges parce qu'un Matheson, oui, je veux limiter son temps de jeu, mais est-ce que le limiter au point de le mettre sur une troisième paire de défenseurs, c'est peut-être un peu beaucoup? Donc je pense que s'il peut devenir une monnaie d'échange pour une autre équipe, c'est peut-être le moment de faire un move pour le Canadien par rapport à ça aussi. Tu as lu dans mes pensées. Sans équivoque, pour moi, Jacky doit être de la formation la saison prochaine. Peut-être pas sur 82 matchs total, mais Jacky doit être présent dans l'alignement. Doit être présent autour des joueurs. La priorité, centre numéro 2. Défenseur droitier, top 4. Assurément, je pense que ça va être important, comme tu l'as mentionné. David Savard qui a annoncé sa retraite. On lui souhaite une bonne retraite. Je pense qu'on va le revoir rapidement à l'organisation du Canadien. Ça va pas être long. Quel leader il a été. Quel mentor il a été. Quel papa il a été pour les jeunes joueurs du Canadien de Montréal. Donc, chapeau à David Savard. Cédric, la prochaine grosse date dans la Ligue nationale de hockey, ça va être à l'entour du 24-25 juin de mémoire. Là où on va avoir le repêchage de la Ligue nationale de hockey. Ensuite, le 1er juillet, où ce sera les joueurs autonomes de la Ligue nationale de hockey. On va tenter de vous réserver quelque chose. Peut-être être en direct
en après-midi afin de parler des transactions. On va regarder ça. Entre-temps, eh bien, on va être des vôtres la semaine prochaine pour poursuivre l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Les Alouettes de Montréal, ça débute également prochainement, donc on va revenir avec le fameux segment entourant la LCF. Le segment premier et les buts, je dirais pas que je l'ai cherché pendant 2 secondes, mais je l'ai cherché pendant 2 secondes. Ça n'a pas paru du tout. Ça n'a pas paru du tout, non? Mesdames, messieurs, ce soir, 21 mai 2025, 19h50 minutes, 1h20 d'actualité LNH, 1h20 d'actualité 100% CH. Le Canadien de Montréal nous a fait vivre toute une saison. Et je pense que c'est la première de plusieurs. Cédric, ça a été encore une fois un plaisir. Yes. Mesdames, messieurs, sur ce, eh bien, en terminant, je vous rappelle l'invitation à l'édition All-Star Cup du 5 juillet prochain au centre HBLL de Terrebonne. Et une autre invitation que je vous lance ce soir, eh bien, soyez les nôtres vendredi prochain en direct du Centre Pro Hockey de Joliette, alors que l'Assurantia de Joliette accueillera les Hawks de Mirabel. En mon nom et celui de toute l'échec avant, on vous souhaite une excellente soirée à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! L'échec avant, où le sport s'anime, des départs passionnés, des moments sublimes du hockey de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux, la MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport